Donc voilà, on va vous présenter avec grand plaisir et merci d'avoir, on va dire, accepté notre proposition via Gabriel, qui nous a fait la proposition de venir, et nous on a proposé tout compte fait de présenter ça. Et donc, je suis Olivier, Pascal est là, et donc vous verrez tout ce qu'on a développé ensemble dans le cadre de cette problématique qui est là où les réalités virtuelles, quelque chose à la mode depuis, on va dire depuis les années 60 en fait, ça paraît pas, mais c'est pas récent du tout, les réalités virtuelles. Et même, je pense que vous allez vous rappeler que vous avez expérimenté la réalité virtuelle dans votre jeunesse, j'en suis certain. Alors, au programme, on va définir ce qu'est la VR, un petit peu d'histoire, et ça va, je suis sûr, vous rappeler des tas de choses, quelques définitions, les objectifs, les outils et les méthodes de la VR, et les usages et applications. Cette partie, elle est, on va dire, elle est théorique, mais elle permet de cadrer ce qu'on va développer ensuite, c'est-à-dire la partie, les usages de la VR, appliqués à la réhabilitation vestibulaire, c'est-à-dire un intérêt pour la médecine, pour la rééducation fonctionnelle, pour l'ergonomie, c'est-à-dire l'amélioration du geste technique au travail ou ailleurs, pour l'optimisation du mouvement dans le cadre de pratiques motrices expertes, c'est-à-dire le sport par exemple, et puis l'environnement dans le sens de l'analyse, la surveillance des environnements pour les prises de décision et le suivi de ces environnements. On conclura de façon, on va dire, simple et rapide. Et surtout, on vous proposera ensuite des démos pour que vous puissiez participer. Pascal a donc amené le casque de VR qui doit être quelque part par là, il est juste derrière, ce casque à peu près identique à celui-là, et donc eh bien, vous viendrez, si vous voulez, expérimenter les scénarios qu'a développé Pascal pour à la fois... non, nous n'avons pas de déambulateur, non, parce que certains sont déjà passés, et en effet, c'est une des caractéristiques de cette immersion virtuelle, c'est de nous transformer en experts ou en petits vieux. Donc, c'est assez rigolo à voir. Alors, on va donc commencer avec la réalité virtuelle. Ça, c'est défini comme une technologie informatique qui permet l'immersion d'un utilisateur dans un univers sensoriel, c'est important, plus ou moins artificiel. On verra qu'il y a différentes formes de réalité, donc certaines sont plus proches de la réalité, d'autres plus proches du virtuel, qu'on se fait simuler numériquement, souvent en 3D, mais pas que, il peut y avoir des images 2D, à partir de représentations réelles du monde, créant la perception, la reconnaissance et l'illusion d'une réalité qui conditionne le comportement déclenché. Donc, ça fait quand même beaucoup de choses. Hein. Mais en tout cas, c'est de cette façon que la plupart des chercheurs ou des auteurs résument les différentes dimensions de la réalité virtuelle. Alors, je vous dis que je suis certain que vous avez déjà expérimenté cet engin-là, vous vous rappelez, hein. Comme disait Pascal, on voyait Lourdes, on voyait le Mont-Saint-Michel, hein, on voyait des trucs comme ça et on cliquait, et on avait cette vision stéréoscopique. Alors, on ne va pas rentrer dans le système visuel humain, mais ce qui nous permet de restituer la vision 3D, c'est qu'on a deux yeux qui sont positionnés légèrement décalés, et donc chaque rétine envoie au cortex deux images légèrement décalées, et notre cortex s'amuse à reconstruire et nous donne la profondeur. Essayez d'aller pointer quelque chose avec un doigt en vision monoculaire, vous êtes hésitant sur la profondeur, pas sur l'azimut et la hauteur, mais vous êtes hésitant sur la profondeur. Donc le cerveau est capable de reconstruire à partir de deux images 2D, une image 3D. Donc ça a été tout compte fait, c'était le premier simulateur stéréoscopique, c'est la première réalité virtuelle. Vous voyez en 3D une image qui n'existe pas, le lieu existe, mais l'image, elle est virtuelle. Le premier vraiment système immersif, c'est le sonorama d'un réalisateur de cinéma américain, Molton Ellig, qui crée une machine qui permet de recréer une ambiance cinéma tout en étant on va dire installé confortablement et qui rajoute des mouvements d'image, etc. Donc la perception de la profondeur, la perception du mouvement, avec ce dispositif aussi à côté qui est un clone. Et puis petit à petit se sont développés dans les années 60-70 progressivement des systèmes plus proches de la vision uniquement, mais avec de gros dispositifs. Hein, son nom, c'est l'épée de Damoclès, comme son nom l'indique, quelque chose au-dessus de la tête qui risque de tomber. Donc voilà pourquoi c'est forcément sécurisé, etc. Et puis, on a eu aussi petit à petit dans les 70 les premiers simulateurs, les premiers casques de VR destinés à l'armée, aux militaires, essentiellement dans le cadre de simulateurs de vol dans l'US Air Force américaine. Et donc, vous voyez que c'est quand même un gros système parce qu'à l'époque, il n'y avait pas la miniaturisation actuelle. C'est bien sûr resté, on va dire, des projets militaires. Et petit à petit, l'industrie
du jeu, c'est approprier le produit, avec le produit Sega VR dans les années 90. Et là, on a vraiment commencé à avoir des systèmes portables dédiés au jeu, principalement. Et puis, dernièrement, jusqu'à maintenant, le système que vous allez expérimenter, c'est celui-là. C'est un système qui a commencé à faire des émules à partir des années, on va dire, 2000, c'est l'Oculus Quest. Et puis, petit à petit, Meta, donc Facebook, le patron de Facebook, a racheté Oculus Quest, et tout le monde s'y est mis. Et la dernière production de ces casques-là, c'est l'Apple Vision de chez Apple, qui est un système extrêmement performant. Donc ça nous impose quand même, avant de parler de ce qu'on fait avec cette réalité virtuelle, de se dire qu'est-ce que c'est que la réalité, qu'est-ce que c'est que le virtuel. Donc la réalité se définit comme un caractère où caractérise ce qui est réel, ce qui existe, et en opposition à ce qui est imaginé, rêvé ou fictif. D'accord ? Le virtuel, alors, c'est en général une représentation du réel, et voir sa reconstruction. Et donc c'est surtout, et c'est important, parce que ça va conditionner l'adhésion en fait à l'immersion virtuelle, c'est une expérience qui est construite et qui est relative, c'est-à-dire elle est associée au contexte, elle est contextualisée, elle est associée, cette réalité que l'on construit par rapport à là où on est, ce que l'on voit, ce que l'on perçoit, voir notre expérience, notre histoire. La notion de virtualité, dans ce qui est virtuel, c'est ce qui est en puissance, mais qui n'est pas forcément existant, évidemment, mais qui a le potentiel de l'être, de le devenir. Donc c'est ce qui comporte en soi-même les conditions de sa réalisation et ce qui est potentiellement possible. Donc on a comme synonyme latent, potentiel, théorique, et comme antonyme réel, effectif, formel, actuel. Et surtout, c'est une entité qui potentiellement existe, mais qui n'est pas la réalité. Et donc, il va y avoir une association de ces deux principes-là. Et donc, quelle différence entre réel et virtuel? Le réel est autonome dans son organisation. Il nous pilote, il nous organise. Tandis que le virtuel n'est qu'une extrapolation, une couche d'informations que l'on rajoute, tout compte fait, à la réalité. Cependant, le réel peut s'étendre bien au-delà, le virtuel peut s'étendre bien au-delà du réel. Donc, quand on garde ces deux aspects-là en tête, eh bien, on va très vite comprendre pourquoi on s'affecte, en fait, des situations d'immersion dans le monde virtuel. Parce qu'en fait, on va coupler cette impossibilité réelle avec des réalités vécues. Et donc, c'est ce qui va poser ce problème d'identification, ce problème de reconnaissance, d'acceptation et de comportement. Vous avez, je pense, vu quelquefois des gens avec des casques être effrayés ou être au contraire extrêmement joyeux, jovial, etc. Donc, on associe vraiment ces deux notions. Alors, l'objectif, c'est de transporter un utilisateur dans un monde irréel, virtuel, imaginé, qui lui permet de l'expérimenter en s'y immergeant. Donc, comme s'il était réel, afin de créer une apparence d'illusion, bien sûr. Alors cette illusion, elle peut être sensorielle, elle peut être émotionnelle, affective, perceptive, cognitive, motrice, etc. Elle déclenche, c'est l'objectif, c'est que l'illusion ou l'apparence de la réalité doit déclencher une réaction à cette illusion, ou en tout cas à ce virtuel. Une réaction qui peut être gestuelle, qui peut être affective, émotionnelle. Il suffit de se voir réagir émotionnellement devant un simple film, selon l'histoire, pour voir que quand on sera immergé plus profondément et plus, on va dire, fonctionnellement dans une scène virtuelle, on sera encore plus réactif. Et le troisième objectif de la réalité, c'est de permettre ce qu'on appelle l'interaction. C'est l'un des piliers de la réalité virtuelle, c'est interagir. Interagir cognitivement en pensant les choses, simplement en les mémorisant, ou interagir manuellement, physiquement, corporellement. Donc c'est l'interaction en temps et en espace avec une réalité irréelle, comme le montre la dernière figurine, où on interagit avec des avatars, hein, vous savez ce que c'est maintenant, des personnages fictifs, virtuels, mais qui prennent des rôles humains, qui se font maintenant pour certains, dans certaines stratégies thérapeutiques, de véritables compagnons pour certaines personnes dans certains domaines. Et donc l'idée, c'est de réussir à s'y comporter pour interagir. Donc, et vous comprenez que le challenge, il est là, et c'est pour ça que la réalité virtuelle a mis du temps à émerger, parce qu'il y a eu des tas de problèmes pour faire accepter cet environnement, parce que l'environnement n'était pas confortable. Cette dissociation entre la perception de mon corps en mouvement et la perception de l'image en mouvement entraînait un décalage entre les mouvements de l'oreille interne qui donnent une information d'équilibre dynamique ou pseudostatique, et une information visuelle qui donne une information du déplacement de l'environnement. Donc mon corps se déplace, j'ai une information vestibulaire, l'environnement se déplace, j'ai une information visuelle.
Et quand on regarde bien, le déplacement passif de l'humain dans un véhicule, c'est 150 ans. On ne remontera pas jusqu'au Fardier de Cugnot, mais c'est les premiers modes de transport. Donc, c'est les premières automobiles. Où les médecins, à l'époque, pensaient que si on dépassait le 30 km/h, le corps allait se désintégrer. Et donc, l'oreille interne et tout le système sensoriel n'a pas évolué sur 150 ans pour développer cette neuroplasticité qui fait qu'il adapterait tout compte fait ses gains, ses sensibilités entre modalités sensorielles au point de ne pas être gêné par cette décorrélation, mouvement de ma tête et mouvement de l'environnement, etc. C'est pour ça qu'on dit aux enfants en voiture, si vous ne voulez pas être malade, regardez loin devant. Pourquoi? Parce que si je regarde loin devant, mon système visuel fixe un objet qui se projette sur ma rétine, et si ma tête bouge, vous voyez, il y a ce réflexe vestibulo-oculaire qui fait que si je regarde droit devant, si je bouge ma tête, le signal vestibulaire est parfaitement envoyé au système oculomoteur qui va rattraper dans un signe inverse la même quantité de déplacement. Et donc, en fait, je ne suis pas perturbé. Mais si je lis bouquin en voiture, je lis le livre bouge, la voiture bouge, et là, j'ai un conflit. J'ai deux informations qui rentrent et qui perturbent. La cinétose, le mal des transports. Donc, tout ça pour dire que ça a été délicat, et ils n'en sont toujours pas pleinement arrivés, à développer des casques qui ne sont pas nauséeux. Et on a mis au point un protocole avec Pascal cette semaine. Il m'a fait subir 5 stimulations de suite. J'ai accepté. Je suis allé me reposer une demi-heure dans mon bureau. Je suis revenu à la plateforme pour retravailler. J'ai retravaillé 20 minutes. Je suis rentré chez moi à 4h30. J'ai dormi jusqu'à 8h du soir. Donc, vous allez voir tout à l'heure quelques photos de patients ou quelques images de patients. Donc, l'idée, c'est que cette réalité, elle a pour objectif de nous faire ressentir des choses sensoriellement. Et puis corporellement, évidemment, parce que tout est lié, vous savez. Donc, ressentir des environnements pour agir sur quoi? Alors, partir sur des concepts, l'imaginaire, le tangible, le fictif, l'existant, des notions opposées. L'inventé, le reproduit, l'abstrait, le concret, l'utopique, le sensé, le facile, le difficile, l'utile, l'inutile, etc., etc. On pourra aller loin. Hein. Et ce ressenti permis par l'immersion nous permet en réponse de déclencher un comportement d'interaction, c'est-à-dire agir sur soi à son tour pour ressentir les choses. C'est-à-dire l'agréable, le repoussant, l'effrayant, l'attrayant, le déplaisant, le passionnant, l'immoral, l'éthique, etc., etc., etc. Alors on ne citera pas tous les environnements dans lesquels tous ces mots-clés peuvent se décliner, mais dans tous les domaines qu'on va lister un peu plus tard. Donc, différents types de ce fait d'immersion de l'individu dans ces environnements visuels artificiels. La fameuse réalité virtuelle, ce sont simplement des mondes virtuels, donc irréels, reconstruits. C'est le dessin animé. Voilà. Le dessin animé, c'est un monde qu'on peut identifier, mais qui est un monde de toute façon irréel. Mais par contre, on reconnaît bien des personnages, des événements, des situations, des objets, etc., etc. Une deuxième réalité qui a commencé à émerger, c'est le fait de dire que sur ces images artificielles, on pourrait rajouter sur des mondes réels, on pourrait rajouter des éléments artificiels. Je vais au musée, je vais au Louvre, je me balade dans le Louvre, je regarde à travers un casque ou à travers des lunettes, je regarde la Joconde, classiquement. Okay. Et va s'afficher en fonction de là où je regarde un élément d'analyse de l'œuvre d'art, par exemple. Son histoire, son auteur, Léonard de Vinci, et les techniques picturales de l'époque, le contexte, pourquoi pas politique, etc. Et donc on rajoute à ce que je vois de la Joconde des informations associées à l'objet regardé. Donc c'est une réalité que l'on augmente par le virtuel. Et puis, dernier point, la réalité mixte ou étendue, c'est la fusion des mondes réels et virtuels, où là, il y a vraiment, on mélange complètement les deux mondes. On rajoute pas simplement d'informations, on rajoute vraiment, on fait un mixte, une fusion des deux mondes. Donc, les méthodes, immerger sensoriellement à la première personne. La première personne, c'est-à-dire je m'immerge et c'est moi qui ressens cette immersion. On simule un environnement d'interaction qui est facilitateur ou perturbateur. On déclenche des traitements sensoriels ou cognitifs pour provoquer des réactions, des comportements, en général des comportements qu'on va souhaiter adapter à la situation. Alors, une fois qu'on a eu tout ça, on peut considérer que la VR peut être utilisée dans bien des domaines. Initialement, c'était pour le jeu vidéo.
au tout début. Et puis, ça a progressé pour l'éducation, la santé, la formation, le travail, la culture, les arts, les interactions sociales, les loisirs, les voyages, mais aussi l'industrie, le commerce, la surveillance, la défense, etc. Donc, on est passé des jeux vidéo, tout compte fait, à ce qu'on appelle maintenant les serious games, c'est-à-dire, oui, ça peut être ludique, oui, ça peut être agréable, mais ça doit, à un moment donné, rendre service, former ou transformer quand on parle d'un patient ou d'un athlète que l'on cherche à faire progresser grâce à l'immersion lors des entraînements sportifs, comme un patient lors des séances de rééducation, etc., etc. Alors, bien sûr, les avantages, c'est que on stimule, on découvre, on développe, on apprend, on innove, on peut rajouter. Okay, la liste est longue. Les inconvénients, c'est que on a un transfert, et de ce fait, on idéalise, on embellit, on en prend l'habitude au point que ça devient une addiction et une dénaturation, une irréalité qui devient la réalité pour certains. Et donc une sorte de biais cognitif, on n'en parlera pas parce que la notion de biais cognitif c'est encore autre chose, mais ça peut entraîner des véritables tromperies, des leurres et des manipulations. Je n'ai pas mis manipulation, mais j'aurais pu le mettre. On sait que l'image est manipulatrice, comme toute source d'information, et la VR n'échappe pas, bien évidemment, à ce thème. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que c'est par presque le plus critiquable de ces aspects, la manipulation par l'image, qu'on va en fait utiliser la réalité virtuelle. À part qu'on va manipuler pour le bien-être ou l'avantage de la personne et non pas à son détriment ou à son désavantage. Donc l'avenir, alors maintenant qu'on a établi, l'avenir de la VR, eh bien ça sera une interactivité de plus en plus importante. Et vous allez voir que cette interactivité, elle est déjà importante, mais on va intégrer de plus en plus les réponses de la personne sur les scénarios d'immersion et sur les comportements, on va dire, à déclencher. Donc, c'est ce qu'on appelle l'intégration sensorielle directe avec des capteurs. Vous savez qu'on a de plus en plus de capteurs. Donc, ces capteurs sont de plus en plus intégrés dans l'image, ou dans en tout cas le générateur d'image, pour en tenir compte de ce que fait l'individu pour ajuster l'image en fonction de ce qu'il fait, ce qui existe déjà. Hein, vous recevez beaucoup d'informations quand vous consultez vos téléphones et vos ordinateurs, simplement parce qu'un jour, vous avez eu le malheur 3 fois de suite d'aller regarder un site sur un objet, et pendant 15 jours, vous allez avoir tout ce qui existe en pub sur cet objet-là. D'accord ? Donc, vous voyez que les capteurs, et là, le seul capteur, c'est votre ordinateur. D'accord, c'est le clicodrome qui est un site, on va dire web, hein, c'est un vrai clicodrome. Plus vous cliquez, plus ça enregistre selon que vous cliquez, et ça fait une analyse grâce aux cookies, hein, ou à cause des cookies, bref. Une diversification, il y a de plus en plus de marques, il y a de plus en plus de produits, il y a de plus en plus de gadgets en tout genre. Donc une popularisation, évidemment. Une personnalisation, un transfert presque de personnalité, des acteurs, des avatars, des fameux jumeaux numériques pour des performances, pour un suivi d'entraînement, un suivi de formation, etc. Et puis la VR va de plus en plus intégrer vos systèmes, c'est-à-dire vos téléphones ou vos ordinateurs, Apple, Android, donc Windows, etc. Et on se dirige maintenant, avec cette influence, vers un véritable développement de plusieurs univers en parallèle d'une autre. Donc des métaverses avec ce risque justement de l'addiction. Ils sont tellement bien faits et ils savent tellement nous comprendre et nous reconnaître que ça va devenir très agréable de mettre un casque, de s'échapper pendant des journées entières en oubliant les vraies relations sociales. Enfin, en tout cas, c'est ce que les chercheurs, les psychologues, les neurologues, les philosophes, les sociologues considèrent comme le risque à venir. En tout cas, si on ne garde pas le contrôle de ces dispositifs-là, évidemment. Alors, on va maintenant passer au cas d'usage. Et là, on revient sur notre centre d'intérêt au GIFSA Lab, c'est-à-dire qu'on est un laboratoire où on fait de la recherche en ingénierie appliquée sur l'humain, sur des dispositifs artificiels, mais sur des dispositifs naturels qu'est l'humain. Et donc, sur l'humain, eh bien, on a utilisé cette VR pour différentes finalités. Réparer le déséquilibre, améliorer les gestes techniques, améliorer la performance motrice, et comprendre, surveiller, analyser les environnements. Alors, si on commence avec la VR pour la réhabilitation, on va se focaliser sur une réhabilitation qui est celle des troubles de l'équilibre. Donc, on avait développé un projet avec l'INRIA et avec le CHU Nord, qu'on appelait PIWIT, qui était une plateforme d'immersion virtuelle visuelle ou visuelle virtuelle thérapeutique. L'idée étant de proposer une immersion visuelle
non pas avec un casque, mais c'est déjà de la virtualité, mais avec un écran, un grand écran. Alors pourquoi un peu de science, un tout petit peu de science, pour expliquer pourquoi est-ce qu'on utiliserait l'image en mouvement pour réparer, on va dire, les troubles de l'équilibre. Quand on a un équilibre qui est bien contrôlé parce qu'on a tout notre système sensoriel efficace, on a une oreille interne qui nous donne une information d'accélération de la tête, on a à l'intérieur des accéléromètres 3D à l'intérieur de la tête, et puis on a une vision qui, elle, est un analyseur de flux optique. Et lorsque tout marche bien, eh bien, il y a une correspondance de ces informations. Lorsque je perds une oreille interne, je vais donc réduire le poids fonctionnel d'un capteur sensoriel. Donc, j'ai plus qu'une oreille interne. Mais comme le système va être pénalisé par ce manque d'informations vestibulaires, il va chercher à compenser pour garder le même niveau de comportement. Donc, de ces deux curseurs visuels ou vestibulaires, si le curseur visuel se baisse, il va rester au système de traitement d'information neurosensoriel, neurocognitif, neuromoteur, à augmenter le curseur qui compense le manque sensoriel. Et la modalité sensorielle qui va compenser le manque vestibulaire dans le cadre de la locomotion, c'est la vision. Et donc, petit à petit, les gens vont développer un déséquilibre vestibulaire avec moins d'informations qui arrivent au niveau de l'intégrateur central, sensoriel, qui fait que les gens vont devenir des gens qu'on appelle des visuels dépendants. C'est des gens qui sont très sensibles au flux visuel. Donc, ce déséquilibre-là fait que la vision devient le sens prépondérant. Alors, déjà, initialement, la vision est le sens premier, mais là, encore plus. Donc, les gens nous disent que si jamais ils se baladent dans la rue et qu'il y a trop de monde autour d'eux, donc des flux optiques, comme des particules, ça les rend nauséeux, ils sont pas bien. Ils font leurs courses dans les grandes surfaces, ils font leurs courses entre les gondoles, il y a de la lumière, il y a des gens, ça bouge dans tous les sens, il y a du carrelage au sol, plein de stimuli visuels qui défilent sur leur rétine. Ils posent le chariot, ils vont dormir 20 minutes, une demi-heure, comme je l'ai fait grâce ou plutôt à cause de Pascal, et ils reviennent finir leur course, et leur course, au lieu de durer 1 heure, dure 3 heures, avec 2 pauses au milieu, etc. Donc, quand il y a un déséquilibre, il va falloir rééquilibrer le système. Et comment faire quand on veut rééquilibrer un système? On va soigner le mal par le mal. C'est-à-dire que les personnes s'appuient sur cette fameuse béquille visuelle, eh bien on va mettre un grand coup de pied dans cette béquille visuelle. C'est-à-dire qu'on va tout compte fait dire à ces personnes-là, vous ne pouvez plus avoir confiance dans votre vision parce que votre vision grignote votre équilibration. Donc il va falloir qu'on baisse le curseur vision pour que votre système sensoriel reprenne confiance, entre guillemets, dans les entrées vestibulaires qui restent disponibles. Dans ce cas-là, je vous rappelle qu'on a des sujets qui sont uniquement aréflexiques, qui n'ont plus de réflexe vestibulaire que d'un seul côté, unilatéraux. Alors, pour ça, on a développé au CHU de Grenoble, avec le professeur Schmerber, une salle dans laquelle un écran était posé et qui projetait, avec un vidéoprojecteur, des stimuli développés par Jean-Dominique Gascuel de l'INRIA. Et on présente à ces différentes personnes différents stimuli. Et l'objectif de ces personnes, c'est de rester équilibrées. On les met sur une plateforme de force, c'est un petit dispositif électronique qui permet d'enregistrer les oscillations du corps, qu'on appelle le centre de pression au niveau des pieds. Et on fait ça à différentes vitesses. La séance dure une demi-heure, on augmente les vitesses, il y a différents types de stimuli, etc. Et donc, c'est d'une certaine façon une réalité, mais qui n'est pas réelle, qui est virtuelle. Et là, on présente un individu qui, lui, chute. D'accord? Donc là, il est le premier week-end avec un ancrage visuel. Vous voyez qu'il ne tient pas debout, un grand gaillard, il ne tient plus debout. Il a perdu une oreille interne. Et l'ancrage visuel, l'ancrage fovéal, lui permet de stabiliser. C'est sa référence d'équilibre. Et à raison d'une séance par semaine d'une demi-heure, au bout de 4 semaines, donc c'est là. Donc regardez comment il tient debout par rapport à la première séance où il ne tenait pas debout. Donc on voit bien que le flux visuel, tout compte fait, aide à la personne à tout d'un coup se détacher de l'image. C'est-à-dire que l'image n'est plus une image de confiance. Au début, on lui dit alors non, on lui dit rien. On dit mais si vous avez besoin, regardez la croix. C'est une aide, c'est ce qu'on appelle un ancrage visuel, un ancrage fovéal. Elle vous aidera à tenir debout. Comme un enfant qui en a des transports, regarde loin devant le paysage, etc. Ça marche pour ce patient-là. Ça marche aussi pour d'autres patients. Un patient beaucoup plus atteint, lui. Donc là, il n'a plus la croix. Donc il tombe. Alors il tombe, bien sûr. Moi, je suis derrière et je le retiens aux épaules. C'est tout, il tombe. Voilà. Et la deuxième situation, 3 semaines plus tard,
Alors, il perd l'équilibre parce que lui avait vraiment un gros déficit vestibulaire, mais par contre, il restaure son équilibre seul. D'accord? Alors, bien sûr, ça marche, mais c'est comme tout. Ben, petit à petit, le mal revient et il faut une piqûre de rappel, des séances de rappel chez le kiné vestibulaire, selon la personne, tous les 3 mois à 10 mois, 12 mois, etc. Il y a des gens qui font une petite, un petit groupe de 5, 6, 7, 8 séances une fois par an, et puis ça recale un peu le système. Alors, bien sûr, on objectivise ça très rapidement, un petit résultat scientifique. Là, ce sont toutes les sessions, les 8 sessions d'une demi-heure à chaque fois. On constate que là, il y a un ancrage fovéal, c'est-à-dire gaze anchor, c'est-à-dire un ancrage de l'œil sur la cible. Et on constate que progressivement, la tendance, c'est bien sûr de réduire la longueur de cette trajectoire. Alors, qu'est-ce que c'est que cette variable? C'est que quand j'oscille comme ça, tout compte fait, eh bien, je projette mon corps sur un point d'appui qu'on appelle le centre de pression, et que ce centre de pression, bah, en fait, quand je vais là, bah, il se déplace là, quand je vais devant, il se déplace là, et en fait, on arrive à avoir une sorte de petite trajectoire, un spaghetti, et on mesure la longueur de cette trajectoire. Et en fait, c'est un indicateur. Si je suis très stable, j'ai très peu de déplacement de mon centre de pression. Si je suis très instable, j'ai un grand déplacement du centre de pression. Donc, c'est la longueur de cette trajectoire qui décroît. Alors, bien évidemment, on se dit, mais pourquoi est-ce que ça remonte? Tout simplement parce qu'à partir de la séance 5, on enlève la croix de fixation. Et on dit, maintenant, tu es tout seul avec toi-même. Plus personne pour t'aider. Et donc, mais ce qui est intéressant, c'est que la première séance sans la croix, il a le même niveau de déséquilibre que la première séance avec la croix. D'accord? Donc, en fait, le fait d'avoir enlevé la croix bah, lui fait gagner, bien sûr, de la stabilité. Parce que petit à petit, comme pour la séance de 1 à 4, de la séance de 5 à 8, il va apprendre à se détacher. Donc, pourquoi il se détache? Parce que le système neurosensoriel ou sensorimoteur ne peut plus s'appuyer sur la vision, qui devient un sens instable, pour calculer ses paramètres de contraction musculaire, de coordination, on va dire, de l'équilibre. Et donc, il reprend. Alors, il développe de nouveau une sensibilité vestibulaire parce qu'il avait abandonné l'autre oreille, et puis il développe aussi une perception du corps en mouvement, la proprioception, etc. etc. D'accord? Ce sont les 3 grosses modalités, vision, proprioception, équilibration. L'audition joue peu ici, en tout cas pas dans ces protocoles-là. Alors, on en arrive maintenant, ça c'est le projet précurseur, on arrive maintenant à un projet qu'on a développé au Gypsalab, et on va dire, grâce à la créativité, à l'ingéniosité de Pascal, qui est là, qui a développé tout un ensemble de scénarios qui vont maintenant, tout compte fait, remplacer ce fameux mur de bulles, qui est un beau projet pour initier la chose, et qui devient maintenant des scénarios d'immersion toujours, mais beaucoup plus structurés, beaucoup plus réalistes. Et cette fameuse réalité virtuelle, là, en effet, bien évidemment, le Grand 8 au-dessus de Grenoble n'existe pas, je vous le dis. Comme j'aime bien dire, on l'a proposé à Piolle, il n'a pas voulu. Bon, c'est dommage, on aurait bien voulu, mais bon. Donc, ce qu'a développé Pascal, c'est ces environnements-là. C'est-à-dire que, alors là, on est par exemple, là, on est place Victor Hugo. Alors l'intérêt de la VR, c'est de se dire, en plus, je peux aller m'approprier des espaces. Alors merci Google Earth, parce que Pascal est allé récupérer gratuitement, parce que c'est autorisé pour des besoins de recherche, les fameuses tuiles. Si vous voulez poser la question, Pascal se fera un plaisir de vous répondre sur les aspects techniques. Et en fait, il a mis dans ce labyrinthe, qui est sur la place Victor Hugo, des motifs. Alors non seulement il faut se déplacer dans des murs, en plus il y a des motifs qui me perturbent ma vision, et en plus il s'amusait à créer un tangage. Alors pareil pour le loft, on se balade dans cet appartement, et cet appartement tangue. C'est une horreur. Quand vous n'avez pas d'autre paire de stabilité, vous ne tenez pas. Et alors, bien sûr, le grand 8, je ne sais pas si vous l'avez vu, parce que je ne suis pas attentif à ce qui est passé derrière moi. Voilà, donc un grand 8 au-dessus de Grenoble. Et je vous propose un petit exercice. Si vous souhaitez, vous n'êtes pas obligé. C'est que je vais mettre le grand 8 plein écran. Il faudrait presque pouvoir éteindre toutes les lumières, fermer les rideaux, être dans l'obscurité totale, et vous êtes dans le wagonnet. C'est pas agréable, hein, c'est pas agréable. Hein. C'est ce qu'on dit aux patients. On dit, mais je suis obligé, Olivier, je suis obligé de la faire aujourd'hui. Ah, Madame Lebrun, si vous ne la faites pas, vous perdez un peu. Hein.
Voilà. Alors, pour certains, vous pouvez venir ici. Le plus intéressant, c'est de venir ici. Venez ici. Si certains veulent venir ici, venez ici. Alors, on va faire comme au laboratoire. Vous allez prendre le déambulateur. Et si jamais il y a un problème, vous vous appuyez sur la chaise. Rapprochez-vous. Rapprochez-vous de l'image. Rapprochez-vous de l'image. N'ayez pas peur. Tenez-vous les uns les autres à l'épaule. Il faut que je le refasse partir du début parce que ça ne va pas. Je vais le refaire partir du début parce que je l'arrête. C'est parti. Je vous propose de joindre vos deux pieds maintenant. Vous voyez, on est chez vous. Hein, on est à la casemate. Il est chouette ce truc. Ouais, je comprends pas pourquoi Piola n'a pas accepté. Voilà. Okay. D'accord. Bon, est-ce que vous avez ressenti l'effet de l'image sur l'équilibre? Ça ne donne pas des équilibres, ça donne la nausée. Ça vous donne la nausée? Oui, On va garder l'équilibre. Oui, alors c'est ça, c'est qu'au début, vous gardez l'équilibre, mais vous avez quand même un sentiment pas très agréable. Et si vous insistez, vous perdez l'équilibre. Ce qui manque, c'est ce qu'ils mettent au futuroscope à C'est alors absolument. Ils font trembler les sièges. Tout. Et alors là, oui, tout à fait. Parce que là, le corps. Oui, vous rajoutez le tactile, l'haptique, le propriotactile en tout cas. Alors, là, c'est un exemple où la personne est passive parce qu'elle est debout, elle ne se déplace pas. Là, on a des exemples, comme par exemple ici, où on va, tout compte fait, demander à quelqu'un, dans la réalité, de marcher sur des dalles, qui sont des dalles solides évidemment, mais on va représenter cet environnement artificiellement pour lui faire croire que, ben non, tout compte fait, il ne marche pas sur l'eau. Il marche sur des dalles, mais qui sont dans le vide. Et oui, sinon c'est trop facile. D'accord? Donc là, voilà, il faut qu'il aille chercher, il faut qu'il aille au bout là-bas. Alors, on avait mis pendant un temps une ambulance avec, il fallait aller chercher son médicament. Personne ne voulait aller chercher son médicament. On avait dit, vous avez le droit d'y aller à 4 pattes sur les dalles. Personne ne voulait y aller à 4 pattes. Et puis petit à petit, ils ont accepté, ils s'y sont mis. On a des collègues qui, dès qu'ils sont dans cette situation, chutent tout de suite, ils se mettent en situation de sécurité. C'est inspiré du 5e élément, absolument. Donc, c'est la même chose. Si je me mets devant, je sature mon champ visuel, je n'ai pas d'autre repère de stabilité. Ah, et là, il faut aller marcher là-dessus. Et on dit aux gens, mais regardez où mettez les pieds, ça serait dommage de tomber. Bien sûr. Donc, vous voyez que là, et ça les guérit, ça? Ça aide. S'ils acceptent, ça aide, oui. Je vous ai montré. Alors, là, ce projet-là, il faudrait qu'on... Alors, on va le proposer certainement pour avoir quelques patients, pour le valider, mais je pense qu'on le validera sans aucun problème. Et ensuite, il faut le proposer à un centre de rééducation, comme Rocheplane, par exemple, à des kinés partenaires, etc. Le mettre en forme pour que ça devienne un outil utile pour le soin. Mais l'utilisation de la réalité virtuelle pour la rééducation vestibulaire, c'est déjà quelque chose qui marche bien, qui est démontré, etc. Voilà. Alors, l'intérêt ici, c'est quand même de dire que ces environnements de stimulation visuelle, virtuelle, doivent quand même fournir de l'information.
Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on quantifie le comportement de la personne. Et au GIPSALAB, on a une plateforme d'analyse du mouvement, une plateforme de biomécanique et neurobiomécanique appliquée au sport, à la santé, à l'ergonomie, etc. Et où, à partir d'un environnement artificiel recréé, là, donc c'est encore une fois l'œuvre de Pascal, d'évaluer en parallèle ce que va faire l'individu. Donc l'individu, il regarde, et on a des marqueurs au niveau du casque de VR, et on a un marqueur au niveau de la taille. Et là, le bâtiment commence à pencher. Et donc, moi, je penche. Et dès que le bâtiment va s'arrêter de pencher, alors on est comme dans un bateau. Et là, voilà. Là, ça ne tangue plus, donc je peux marcher normalement. Et là, de nouveau, ça tangue. Et la question posée ici, c'est quel est le gain à soumettre des gens à ces stimulations-là, brutales, de forte amplitude, sur la capacité à... Ouais, ça fatigue un peu, hein, la capacité à restaurer un équilibre. Donc, c'est le principe. On dote un individu d'un dispositif d'enregistrement de ses mouvements et on enregistre les réponses. Donc, voilà comment se comporte un sujet pour lequel on va enregistrer les comportements de sa tête lorsqu'il a le casque. Donc, c'est ce que vous avez vécu. D'accord ? Et vous regardez son comportement, et puis on a des données associées, qui sont les données de déplacement X, Y, Z en trois dimensions, donc dans chaque plan de l'espace. Donc, et vous constatez que, en fonction de l'orientation du déplacement de l'image, parce que c'est l'image qui se déplace, rien ne déplace l'individu, il n'est pas dans un wagonnet. Donc, c'est la puissance du système visuel sur le contrôle de l'équilibre. Alors, des fois, ça va mieux quand c'est régulier, mais dès qu'il y a un changement de trajectoire, d'orientation, automatiquement, ça déclenche une réaction d'adaptation. Voilà. Donc, l'intérêt pour nous, c'est que ce stimulus visuel virtuel, alors, il déclenche un comportement, mais il faut comprendre qu'est-ce qu'il déclenche comme comportement et pourquoi. Étant donné que c'est un objet virtuel pour lequel on a le modèle tridimensionnel, on peut donc, en fonction du déplacement en X, en Y ou en Z de l'image, donc dans les trois plans d'espace, on peut, tout compte fait, enregistrer quelle a été la sensibilité à un déplacement dans un plan plutôt que dans un autre. Et là, par exemple, on représente en fonction du temps, on représente les variations verticales uniquement, le déplacement vertical qui a suivi l'individu dans le wagonnet. Pas l'antéro-postérieur, pas le médiolatéral, pas l'avant-arrière, pas le droite-gauche, uniquement les déplacements, accélération, et on constate qu'on a ici l'X et l'Y, c'est-à-dire le déplacement sur la plateforme en droite-gauche et en avant-arrière. Et on peut même arriver ici à caractériser, avec des niveaux de couleurs, caractériser des comportements particuliers, ce qui permet de faire un lien très direct entre l'information visuelle ressentie et le comportement observé. Et pour le clinicien, ça peut être un indicateur pour déterminer quel est l'élément dans l'appareil vestibulaire. Hein. Il y a ce qu'on appelle sacule utricule plus des canaux semi-circulaires. Il y a deux types d'accélérations qui sont codées, les verticales et horizontales, donc les accélérations linéaires, et les rotatoires par les canaux semi-circulaires. Et pour un spécialiste ORL, il peut arriver à déterminer, en fonction de la réactivité à un domaine donné, il peut déterminer quelle est la partie de l'appareil vestibulaire qui est dégradée. Alors, on va passer maintenant à un deuxième aspect de l'usage de la VR, c'est pour l'ergonomie cognitive. L'ergonomie, c'est l'étude du travail. Ah oui, il faut que je change juste de présentation parce que ça ne passait pas. Voilà, c'est aussi rapide que ça. Donc là, c'est l'étude sur l'ergonomie. L'ergonomie, c'est l'étude du travail, c'est-à-dire l'étude du geste efficace, du geste technique, etc. Et une des problématiques dans le travail, c'est, alors il y a beaucoup de textes, mais ne vous inquiétez pas, on ne va pas le parcourir, c'est que dans un domaine particulier, comme par exemple la gestion du réseau gaz,
géré par GRT Gaz, qui est une grosse boîte française et la deuxième européenne, qui a changé de nom dernièrement, ils ont fait la pub à la télé. Ils ont besoin de former des opérateurs gaz. C'est-à-dire qu'il faut former des gens qui vont intervenir sur des dispositifs à risque, dangereux. Donc on ne va pas envoyer un débutant, et donc il va falloir lui apprendre, tout compte fait, à manipuler avec des procédures d'intervention ad hoc, etc. Et donc, on crée un modèle numérique du poste gaz, et des postes gaz, vous en avez plein la campagne, il y en a à Froge, il y en a un peu partout. Hein. Quand vous regardez, vous avez des routes de campagne, il y a souvent un petit truc grillagé, avec des vannes comme ça et des conduites. Et donc, c'est là-dessus qu'on règle les débits en fonction de différents signaux, événements, de température, de pression, de débit, etc. Donc, on crée un modèle virtuel, ici, et on va demander à quelqu'un, de tout compte fait, aller se balader dans cet objet virtuel qui est le poste gaz, avec une interaction à avoir. Et donc, l'interaction, ce sera d'aller tourner une manette, d'aller vérifier un manomètre, d'aller fermer une vanne, etc., etc., avec une procédure à apprendre. Et si à un moment donné, il y a une erreur dans la procédure, alors bien sûr, ben, l'écran du casque vire tout rouge, vous êtes mort. Voilà. Vous venez de faire exploser le poste gaz. Heureusement, vous n'avez pas fait exploser le poste gaz. Ça reste virtuel, hein, je le rappelle. Hein. Donc, on fait passer là, c'est une étudiante une jeune étudiante de Master 1 ou Master 2, je ne sais plus, qui a bien voulu se prêter au jeu, donc elle est là, essayer de manipuler des choses pour réussir son protocole en moins de 3 minutes à avoir fermé les 3 vannes pour éviter que le poste gaz se mette en arrêt automatique, auquel cas ça coupe le gaz pour tout le monde, etc. etc. Bref. Et donc, l'intérêt pour nous, parce que je vous rappelle que c'est un travail de recherche appliquée, c'est qu'à un moment donné, il va falloir qu'on identifie, c'est-à-dire qu'on fasse le bilan de ce qui a été proposé comme simulation, quelles sont les caractéristiques de la simulation, quels sont les éléments qui sont on va dire, sur lesquels interagir, comment c'est comporté, alors quelles sont les contraintes au niveau des différents systèmes sensoriels, cognitifs, moteurs pour l'individu, facilité à comprendre, complexité gestuelle, etc., etc., effet mnésique, enfin, contraintes de mémorisation et autres, restitution, et puis proposer éventuellement des améliorations au scénario de formation. Donc, c'est ce qu'on appelle le fameux e-learning, c'est-à-dire l'apprentissage par dispositif, on va dire, immersif, comme ça. En fait, les simulateurs d'avion, c'est pas pareil, parce que c'est les vrais cadrans. Tandis que là, c'est tout en virtuel. Oui. Mais dans les simulateurs de conduite, de pilotage, ce qui est virtuel, c'est l'image, c'est-à-dire la scène visuelle ressentie visuellement. Et en effet, les cabines d'apprentissage, elles sont montées sur vérin, donc ça rajoute l'information aussi d'orientation, les sensations d'accélération, etc. Et donc, dans ce cas-là, l'idée, ce que disent les gens, c'est il faut apprendre à agir vite. Donc là, c'est plus simplement de l'équilibre et de la posture, c'est de l'interaction. Et donc, dans ce cas-là, parce qu'elle a développé des scénarios d'interaction où, avec les manettes, on doit, tout compte fait, faire ces petits jeux sérieux, c'est-à-dire il faut être performant pour réussir la tâche et valider une formation, etc. Alors, on est par exemple là, alors c'est aussi le deuxième point intéressant de la VR, c'est que on récupère les données d'un lieu, comme ici le Grand Palais à Paris, et à l'intérieur, on y place ce que l'on veut. Donc pour un entrepreneur, un industriel, ça peut être intéressant de tester la façon dont est efficace une chaîne de montage ou la navigation, le déplacement de ses engins ou de ses ouvriers, etc. Et là, la tâche, elle est simple, c'est une tâche où je dois simplement aller pointer une cible. Et cette cible, eh bien, elle varie, je ne sais jamais où elle varie de taille. Et donc, on peut concevoir que plus l'individu est rapide et précis en fonction de la petitesse des cibles, plus ça fera quelqu'un qui sera efficace dans sa gestualité pour intervenir rapidement sur, ne serait-ce qu'aller pointer des choses, intervenir rapidement sur des interrupteurs ou des choses comme ça. Donc, c'est un protocole simplifié. Ici, on a une autre chose, c'est un peu de la double tâche. C'est très vite enchaîner 2 gestes par rapport à 2 stimuli. Alors d'abord, c'est simple, il y en a juste 2, puis 4, et puis vous vous doutez bien que plus ça va aller, plus il va falloir appareiller et trouver par rapport au modèle initial. Ici, mon modèle, c'est rouge-bleu. Il faut vite que je les trouve. Et plus il va y avoir d'informations, plus je vais avoir besoin de temps pour détecter l'information, choisir le bon geste, l'exécuter, etc., etc. Alors, je vous montre après un autre exercice.
La troisième situation, c'est un geste de suivi de trajectoire, qui est aussi un geste important. On a vu avec PSA, avec l'INRIA, ils n'avaient pas de robot pour mettre le mastic sur la custode, la petite vitre arrière des 106. Ils savaient faire des robots pour peindre, pour souder, etc. Mais c'était trop compliqué. Donc il fallait que ce soit un humain qui, dans la chaîne, au milieu des robots, avec son pistolet à mastic, se déplace en même temps que les robots et pilote le pistolet. Et donc, c'est un type d'exercice pour justement se rendre compte de l'efficacité, de l'expertise d'un opérateur qui doit appliquer un geste précis sur une situation. Et puis là, on a un geste plus classique, c'est un geste d'interception, où on demande simplement, un peu un geste de tennis ou de ping-pong, on demande simplement à la personne, alors il y a une incertitude, il ne sait jamais d'où ça va arriver, par contre, il faut mettre on va dire la raquette sur la trajectoire. C'est aussi, alors c'est pas du sport, hein, puisqu'on ne demande pas de renvoyer la balle, on demande juste d'intercepter, tout simplement. C'est cette rapidité à être sur un événement qui arrive soudainement, tout simplement. Alors là, c'est la même chose, pour vous montrer qu'on suit la trajectoire. Ça veut dire qu'on peut aussi objectiver complètement l'environnement. Donc, c'est dans des environnements différents. Là, c'était faire des paires en haut. Donc, c'était faire des paires, on essaie d'appareiller des choses. Donc, il faut très vite trouver les mêmes objets. Là, c'est facile parce que bon, ils sont identiques, d'accord. Là, c'est un peu différent parce qu'ils sont mélangés avec beaucoup d'autres éléments associés. Et en fait, l'image derrière, elle sert juste à brouiller les cartes ou... Non, c'est pour non. Là, c'est vraiment qu'on est à la géode, on est à la Villette. C'est simplement pour voilà, Pascal a dit, bah, ça serait sympa qu'on place notre ring expérimental à la Villette. Alors, si vous êtes concentré sur la tâche, ça gêne pas, mais c'est très bien si ça gêne. Parce que dans un environnement industriel, je vais avoir un arrière-fond qui sera pas homogène, vous comprenez? Avec des effets d'ombre, de masquage, etc., ou de contraste faible sur un coin de l'atelier, ou plus important sur l'autre, etc., etc. Alors donc, même chose, là, bien évidemment, on va quantifier, c'est-à-dire que la personne, voilà, il est au laboratoire, et il est immergé dans l'image, et en parallèle, on recueille l'ensemble des données pour pouvoir ensuite faire de la quantification du mouvement, et donc de l'évaluation de la performance d'interaction. On appelle ça, c'est le terme réservé, c'est ce qu'on appelle les performances d'interaction en réalité virtuelle. C'est un élément qui est en général déterminant pour le choix d'un protocole de formation ou le recrutement d'un opérateur industriel, etc. Alors, donc, la partie scientifique de ces approches méthodologiques-là, grâce à la VR, c'est donc de caractériser ici, par exemple, l'environnement, en termes de niveau d'interaction, vision, perception visuelle, orientation du regard, stratégie visuelle, etc., gestes manuels, équilibre, navigation, et puis avec ici des éléments qu'on liste. Il y a un nombre illimité, hein, ça dépend des questions que vous posez. Donc l'environnement, le comportement de l'utilisateur, avec des éléments, on va dire, sur les processus sensorimoteurs et cognitifs impliqués, les attitudes et comportements observés, l'aspect ergonomique, et puis bien sûr l'analyse du comportement par rapport à des éléments plus séparés, sensorimoteurs, cognitifs, des comportements compensateurs, et puis des conseils, des propositions pour améliorer l'environnement en tenant compte de ce que l'on a constaté chez l'individu. Donc l'intérêt de la VR, c'est que ça permet de faire des environnements paramétrables à souhait, au sein desquels on peut créer n'importe quel scénario pour récupérer n'importe quel comportement. À nous de déclencher le bon stimulus lors de l'immersion pour obtenir en réaction, le comportement que l'on souhaite, adapté à la situation, pour mesurer des paramètres de ce comportement que l'on associera en retour à la difficulté de la tâche, à la complexité de la tâche, etc. Complexité sensorielle, cognitive, motrice. Alors, le quatrième point, c'est utiliser la VR pour stimuler, mais pour améliorer le mouvement. Alors, on l'a vu pour réparer le mouvement, pour améliorer le geste technique,
Et dans le cadre de l'expertise sportive, par exemple, on peut très bien, là aussi, simuler un environnement où on va demander à la personne de se battre contre un adversaire, c'est l'escrime. On a actuellement une proposition d'accueillir des athlètes de haut niveau en escrime dans le cadre de Master 2. L'Université Grenoble-Alpes a un gros effort d'accueil des athlètes de haut niveau. Certains ont fait les derniers JO, on a quelques champions du monde, quelques champions olympiques, beaucoup en sport d'hiver, mais pas que. Et donc l'idée, c'est par ces protocoles-là, on immerge encore une fois. On a ici un environnement où on a plusieurs mouches qui tournent autour de nous. Et l'objectif, ça va être de faire du chasse-mouche. Vous vous rappelez, comme l'été, c'est difficile d'en attraper une. D'accord ? Mais Pascal s'est amusé à animer ces mouches d'une sorte d'intelligence. C'est-à-dire que la mouche calcule sa distance par rapport à votre geste et elle peut ajuster sa vitesse. Il y a des mouches débutantes qu'on touche facilement et il y a des mouches expertes. Et la question, c'est que quand on est un escrimeur et qu'on dit un escrimeur de bon niveau, bah, tu vas essayer de toucher les mouches, hein, et qu'on lui met une mouche qui est meilleure que lui, ça énerve un peu. Donc l'idée, c'est d'augmenter la complexité pour permettre, en fait, lui, je pense qu'il a figé un petit peu, oui, il a figé. Voilà. Ok, on chasse les mouches. C'est rigolo, hein? On rigole beaucoup, nous, quand on fait ça. Ah ben la science, on fait beaucoup de sciences amusantes. C'est important. Sérieuse, mais amusante. Et donc, voilà, on récupère des données, évidemment, des données de gestes, qu'on corrèle en fonction des niveaux de difficulté, c'est-à-dire que plus la mouche est, plus on va dire le stimulus est dynamique et réactif, et plus on va avoir des difficultés. Donc on peut définir la situation une sorte d'index de difficulté, et selon ma performance, j'aurai un index de performance. Et donc on peut arriver à caractériser une situation et définir ici une évolution entre différents individus, 4 individus, quel est celui qui a le mieux réagi en fonction d'une difficulté d'une tâche donnée. Donc on quantifie vraiment le comportement, et jamais on n'aurait pu faire ça si la VR ne nous permettait pas de paramétrer des environnements comme on le souhaite, en termes de complexité, de difficulté, etc., de richesse. Alors, ça c'est la dernière, voilà, c'est la dernière petite proposition, c'est que voilà, nous avons on va dire, recréé un environnement que vous connaissez un petit peu, je pense. Nous sommes dans la guerre des étoiles, ok. Et donc, au lieu de mettre une épée, etc., on s'est dit, alors, on va s'amuser un petit peu, on va mettre... Et l'intérêt, c'est que qu'est-ce que permet la VR avec ces systèmes de capture associés? L'arme verte, c'est un adversaire virtuel à qui on a donné une série de gestes. On a enregistré nos gestes, nous, un geste d'attaque, et on a mis ça dans le programme informatique. Pascal a fait ça. Et donc, on crée, à partir d'une banque de données de gestes, on crée un individu. Alors, bien sûr, il n'est pas là. Il n'y a pas le bonhomme ou la bonne femme, mais on pourrait très bien le schématiser, mais ce n'est pas l'objectif. Et surtout, c'est que, par contre, là, derrière ce sabre bleu, il y a quelqu'un qui, lui, porte le casque, voit cette scène, et doit réagir à ce scénario qui est virtuel, mais qui est pourtant bien réel, d'une attaque d'un adversaire. L'adversaire en vert attaque le défenseur en bleu, avec des attaques à droite, à gauche. Et donc, on peut arriver en couplant à la fois une base de données de mouvement avec le contrôle temps réel, ou l'enjeu en temps réel du mouvement, et l'immersion virtuelle, on peut créer une situation duel. Encore une fois, le sabre vert, on peut bien lui donner toutes les caractéristiques que l'on souhaite, de vitesse, d'amplitude, de vitesse attaquée comme de vitesse à esquiver, ou à contre-attaquer. Et donc, on peut créer de véritables adversaires paramétrables à souhait pour un niveau de compétition donné pour des athlètes selon leur propre niveau. Et c'est ce qu'on va proposer, ça, à la Fédération française d'escrime via la Ligue Rhône-Alpes d'escrime, dont le directeur technique régional est un maître d'armes qui est au club d'escrime Parmentier. Il y a 2 grands clubs à Grenoble, il y a Mélan et Grenoble-Parmentier. Et donc on a reçu les 2 maîtres d'armes, et donc on va les retrouver bientôt le 5 juin pour leur présenter ça et voir
s'ils s'intéressent, avec bien sûr. Et alors, derrière le sable bleu, on va mettre des athlètes de niveaux différents. Des escrimeurs de niveau régional, des bons nationaux, puis certains qui sont déjà sur les tablettes de l'équipe de France. Et ils nous feront un retour pour nous dire, OK, ajustez ça pour l'immersion, oui, c'est intéressant. On aura leur performance, donc on pourra objectiver tout compte fait, leur progression. Si on rentre dans des... Si on développe ça pour un scénario d'entraînement. Une salle d'armes pourrait très bien avoir un ordinateur avec un casque et faire, on va dire, dans la planification de l'entraînement, ce qu'on appelle la planification d'entraînement pour un athlète, chaque semaine, sur les 4 entraînements semaine, par exemple, il y en a un ou un demi qui est dédié à l'entraînement par la VR. Ça existe déjà. Ça existe déjà. Alors, on passe maintenant à un autre aspect qui est, grâce à la VR, qui est la visualisation scientifique des données. C'est-à-dire que comme on peut naviguer dans n'importe quel environnement, on peut naviguer au Grand Palais, on vient de le voir, comme on peut naviguer, tout compte fait, dans des données, au sein des données. Donc voilà. Là, ce sont les données des patients qu'on a présentées tout à l'heure. Les patients qui perdaient l'équilibre. Et là, alors on dit, qu'est-ce que c'est que ces données? Alors heureusement, nous, on connaît les axes, on connaît etc. Mais d'un coup d'œil, vous avez les 9 patients qui sont là, il y a toutes les séances, il y a toutes les vitesses à laquelle ils ont été stimulés. Et qu'est-ce qu'on regarde intuitivement? On dit, il y a une variation. Tiens, il y a une variation. Quand je tourne le cube d'un côté, on voit que ça tourne. En fait, les patients sont dans cette ligne-là. Et en fait, ça, ce sont les séances. Et tous, très vite, ont restauré leur équilibre. D'accord? Mais ça permet de dire... Alors, et les petites couleurs, c'est quoi? Les petites couleurs, c'est la vitesse. C'est le niveau de contrainte. Et on constate que les boules les plus hautes, en fait, les violettes ou les vertes, c'est celles où la vitesse du flux était la plus importante. Et c'est donc là où il y a eu le plus grand déséquilibre, donc le plus grand déplacement du centre de pression, donc la plus grande trajectoire, donc la plus grande valeur. D'accord? C'est-à-dire que vous avez vos sujets, vous les mettez dans une base de données, vous les représentez grâce à différents outils, et Pascal nous a mis ça merveilleusement organisé avec des couleurs, des labels, des valeurs, etc. Et moi, j'ai pris le casque et je suis allé me balader dans les données des patients. Et vous allez voir, alors c'est compliqué, c'est vrai. Heureusement, la statistique va nous aider à comprendre tout ça, mais ça donne déjà... Et ça, sans la VR, on ne peut pas faire ça. Ou on peut la faire sur un écran d'ordinateur en tournant à la souris pour essayer d'avoir son petit module 3D qui bouge. Moi, je trouve que c'est beaucoup plus intuitif de comprendre des choses là-dedans qu'avec un modélisateur 3D de statistiques voilà. Autre point, c'est le suivi d'un événement géomorphologique. Est-ce que c'est parti? C'est pas parti. Voilà. C'est le débordement d'un lac qui va partir suite à des grandes pluies, qui va partir dans une rivière, enfin plutôt dans un vallon. Au début, une petite rivière, mais qui, comme c'est un débordement, va... Donc, on va l'accélérer un petit peu parce que... Bon, voilà, l'intermédiaire, c'est ça. Puis ensuite, on va accélérer un petit peu. Et vous voyez qu'il y a un village tout au bout. Hein. Donc, quand il va arriver tout ça, il n'y a plus de village. Donc, pour la réalité virtuelle, alors, ce n'est pas la réalité. C'est juste, on a plaqué sur le réel. C'est encore une fois, vous connaissez la carte de Google, mais on plaque, parce qu'elle a récupéré les données de ruissellement et autres de l'hygiène, c'est ça? En tout cas. Non, c'est modélisé. En fait, il faut quand même préciser que c'est pour l'Institut des risques majeurs de GERS. C'est un PPR risque. Pour tout ce qui est risque au niveau d'un territoire. On va faire risque potentiel. Il peut être un risque chimique. On a aussi un risque radioactif. Un risque sismique. C'est travailler sur ça. C'est pouvoir visualiser en l'air au niveau d'un territoire. Voilà, c'est une autre barrage également. Donc,
L'idée, c'est avec le casque, là je le fais pas, on le verra tout à l'heure, c'est qu'on peut très bien se déplacer. Donc un décideur politique, ou enfin en tout cas régional, un maire d'une commune ou un responsable de région ou autre, peut très bien avoir accès à ces genres d'outils pour dire, bon ben on essaie, si on simule le débordement de tel endroit, on sait qu'il y a des, voilà, il y a des risques. Moi, je connais un petit peu Volnavélo, la mairie de Volnavélo, elle surveille les deux vallons, il y a le Prémol et le Vernon. Et si jamais un jour il y a des grosses pluies sur Charousse, ça arrive tout dans Volnavélo. Donc, ils surveillent. Et donc, ça, ce sont des outils, moi, je connais un peu la personne à l'urbanisme qui dit, bah oui, moi, des outils comme ça, nous, ça serait très intéressant qu'on y ait accès. Simuler, régler la hauteur de pluie, régler avec d'autres paramètres, hein, la porosité des sols, etc., etc. Ce sont des données géologiques, pour voir si ça vaut le coup de laisser une zone en construction ou non. On ne construit plus là. Comprenez l'idée pour une commune ou pour des risques majeurs. Et donc, les risques majeurs, Pascal s'est amusé à faire lâcher un petit barrage qui est près de chez nous. Oups, pardon. Non, décidément. Alors, c'est pas là, c'est la vitesse accélérée, hein, mais Pascal, c'est la durée. Normalement, c'est 40 minutes pour arriver à Grenoble. 40 minutes. On a 40 minutes pour faire nos valises et. Donc là, ce point de vue, en fait, il est permis parce que l'observateur porte un casque, il se déplace. On peut très bien se rapprocher, aller voir, contourner, tourner autour. Cette vue d'avion, en fait, c'est la vue de l'observateur, tout simplement. Alors, on va aussi accélérer juste un petit peu. C'est pas que ça va durer 40 minutes, mais. Donc là, ça vaut le coup de savoir où est-ce qu'il faut acheter, hein, à Grenoble. Au-dessus de quelle commune il faut acheter, hein, ou s'il faut déménager. Donc ça prend Pont-de-Claix, bien sûr. Là, c'est en train de ratisser Pont-de-Claix, donc ça nous amène tout Pont-de-Claix. Bon, ça fait quand même un tsunami. Ça ferait en 40 minutes, il y a un tsunami de 10 mètres, 10 à 15 mètres à Grenoble. D'accord ? Non, on ne se représente pas la quantité d'eau qui sortirait de ces deux barrages. Parce que le premier barrage qui casse le deuxième. Bien sûr, la pression est telle qu'il n'est pas conçu pour prendre un coup de butoir comme ça de centaines de milliers ou millions de tonnes d'eau. Voilà, donc le synchrotron dégage, là. Tout revient en terre agricole comme avant les années 60, comme avant les JO. Hein, voilà, c'était beau avant les JO, il y avait des fermes de partout à Grenoble, il n'y avait pas Grand Place, il n'y avait pas les cités, c'était beau. Il n'y avait pas Grenoble Sud, quoi. Donc, en conclusion donc, de cette belle fin de journée, donc on a bien vu que la VR, ça peut être très intéressant, passionnant. On n'a pas abordé les aspects négatifs, et il y en a, vous le savez très bien. C'est pas l'objet de notre travail. Nous, on l'utilise pour servir à l'humain, pour son confort personnel, la santé, le sport, pour son amélioration personnelle, l'ergonomie, l'amélioration de son geste, pour la compréhension des choses qui nous entourent, pour nous mettre à l'abri, etc., etc. Ce n'est pas non plus la panacée, il ne faut pas que ça le devienne. Et c'est pour ça que je reste très sensible à cette philosophie animale. Voilà. Donc, voilà, j'ai pas tout dit, évidemment, mais je vais juste conclure. Et donc, je vous remercie d'avoir été attentif, d'avoir subi mon débit de parole.